Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, on vous raconte ce qui s'est passé à SmackDown, à Monday Night Raw, dans les pay-per-view, les PLE comme on dit maintenant. Des fois, on parle aussi un peu d'autres trucs. On vous a notamment fait un joli résumé de la carrière du Shield dans le dernier comptoir du catch. C'est à aller écouter, c'est en ligne, n'hésitez pas. La dernière review de Raw par nos amis Giscal et IRM est en ligne. Allez écouter ça. On y parle aussi du dernier SmackDown qu'on n'a pas eu le temps de reviewer. Nous, la Dream Team, car je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'ami des enfants, ce bon vieux papy. Comment ça va, papy? Bon, les petits enfants, bonjour Ringside, mais oui, ça va et toi? Oh, bah ça va fort. Parce que c'est une triple frite aujourd'hui, c'est pour ça que ça va fort. Et quand on est de fou, plus on rit. Voilà, Car il est le haut là. niveau. Il est avec nous, l'homme fort de catch-up. Géliel, comment ça va, Géliel? Eh ben, ça va bien. Salut Ringside, salut Papy, très content d'être là. Voilà, on va Pas relever moins le niveau là. Bah oui, pas moins de Alors. trois personnes là pour reprendre les rênes du show bleu, du vaisseau mère de la WWE. On vous rappelle que Raw, ça reste un show anecdotique quand même, qu'on le laisse à Giscal et IRM. Mais voilà, Pour qu'ils la s'amusent à L'équipe team. B. Voilà, l'équipe Non, B. on le laisse à l'équipe B, voilà. Voilà, c'est ça maintenant. Donc là, on parle de choses sérieuses. On parle du show bleu, on parle de SmackDown. Donc, la Dream Team aux opérations. Alors, c'est le SmackDown du 2 décembre dont on va vous parler. Ah, c'est historique ça. Ah, c'est effectivement un SmackDown historique puisqu'il y a la finale de la World Cup. Rien que ça, la coupe du monde de catch. Oui, alors Papy ne fera pas l'analyse puisqu'il a pas regardé par rapport au boycott. Mais non, ça se passe pas au Qatar, la coupe du monde de catch. Papy, voilà. voyons. Non. Un vrai pays démocratique. Tu t'es fait avoir. Il s'est fait avoir, il a tout mélangé, le foot, le catch, tout ça. Trop compliqué. Là, on comprend rien. Ouais, mais ils expliquent mal sur CNews aussi. Il va même en mourir ce soir. Tiens. Ah là, terrible. Non, ça se passe à Buffalo, dans l'État de New York, au KeyBank Center, cet épisode de SmackDown. On est sur FS1 cette fois-ci, pas sur la Fox. Ils ont changé de chaîne exceptionnellement. Donc, qui dit petite chaîne, parce que FS1 c'est un peu moins classe que Fox, dit petite programmation, mais ça reste historique parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la finale de la Coupe du Monde qui opposera Ricochet à Santos Escobar. On aura aussi le champion intercontinental Gunther en action, et aussi Shayna Baszler sera là aussi. Voilà. Ça donne envie. Ça tease à fond. Voilà. Non, il y aura aussi un retour surprise que personne n'attendait. Un retour que personne n'attendait. Alors, le show, évidemment, ça démarre avec les patrons des patrons, la fameuse Bloodline, Sami Zayn, désormais Uso d'honneur, ou plutôt Sami Uso maintenant, n'hésitons pas à le dire. Uso in the Sky with Diamonds, je l'ai mal dit. Sami Zayn, accompagné des frangins Uso, de Solo Sikoa. Ils arrivent au ring. Petit vidéo package pour nous rappeler ce qui s'est passé au Survivor Series War Games qui s'est déroulé le week-end dernier. Je vous le rappelle. L'analyse est en ligne. La review est en ligne si vous voulez aller l'écouter. C'est toujours gratos, n'oubliez pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à War Games? Ils ont gagné, évidemment, les Usos. Ils ont gagné grâce à Sami Zayn qui n'a pas trahi l'équipe, contrairement aux soupçons qu'avait Jey Uso. Donc ça y est, Sami Zayn, en permettant cette victoire nette, claire, sans bavure de la Bloodline, est désormais totalement intégré au clan. C'est lui qui prend le micro d'abord. Il commence à chanter les louanges des Usos et tout ça, mais il est vite interrompu par Jimmy. Jimmy qui dit non, ce soir, on n'est pas là pour parler des Usos. Ce soir, on te félicite, toi. On a gagné grâce à toi. T'es super. Alors, on va lancer la petite réplique. Tu te sens comment? Tu te sens aussi? Il y a les chants qui se lancent. Mais tout ça est interrompu par les Brawling Brutes. Sheamus, qui en a marre de toutes ces discussions. Il dit c'est bon. On a assez parlé, on est là pour se battre, c'est Fight Night, puisqu'effectivement, ce soir, le match d'ouverture qui est prévu,
c'est Sami Zayn contre Sheamus. Sheamus qui est toujours accompagné évidemment de Ridge Holland, Ridge the Fridge et Butch, le petit Butchou. Donc ça vient dans le ring, ça se fout sur la gueule, gaiement, entre Sheamus et Sami Zayn. Alors on a un bon match quand même, qui dure que 18 minutes 26, comme je vous l'ai dit. Gros match où ça déroule un peu des deux côtés, c'est serré entre Sheamus et Zayn. Il y a quand même évidemment les interventions des frangins Uso qui viennent un peu perturber Sheamus, qui se préparait pour le Brock Kick, qui se prend un petit super kick dans la face. Il va se faire piéger dans une Blue Thunder Bomb pour le compte de 2. Le match continue. Ça se brawl un peu à l'extérieur entre Holland, Butch et les Usos. C'est un peu le chaos jusqu'à ce que Sheamus réussisse à éviter un Hell of a Kick de Sami Zayn. Mais là, Jimmy en profite pour distraire encore une fois Sheamus, qui partait pour un Alabama Slam. Il y a Jay qui rentre dans le ring et qui met un bon super kick à Zayn. Et qui a mis un super kick à Sheamus, voyons. Et puis Sheamus se fait piéger dans un Sunset Flip, alors que l'arbitre était évidemment distrait par Jimmy. Il ne voit pas l'action. Et il se retourne uniquement pour faire le tomber sur Sheamus par Zayn, sur un Sheamus qui est sonné. 1, 2, 3. Victoire de Sami Zayn. Un classique des classiques. Enfin, c'est quand même une belle affiche, Sami Zayn Sheamus, mine de rien. Pour ouvrir le show. Les interventions des Usos, en fait, tu en vois là, les Brawling Brutes qui sont là. Est-ce que vous avez été convaincu par cette entrée en matière qui se dresse un petit peu sur les cendres des Wargames? Qu'est-ce que tu en as pensé, Papy? Qu'est-ce que j'ai pensé du Roussico, le match des roux? Ouais, rouquin contre rouquin. Rouquin contre rouquin, avec le grand rouquin blanc versus le rouquin Uso. Je suis partagé là-dessus parce que le match en lui-même était plutôt bien parce qu'on a deux mecs qui savent bien y faire. La promo de démarrage a une nouvelle fois bien marché avec le public parce que maintenant il mange dans la main de la Bloodline encore plus qu'avant avec ces histoires de Wussy et de machin. Néanmoins, je trouve que c'est un peu bizarre parce que du coup, tu as un Sheamus qui est face, mais archi face, et puis qui du coup a du mal à choper l'adhésion du public quand il rentre dans le ring, puisque les mecs ils sont tellement à fond derrière les Usos qui font absolument plus rien maintenant pour se faire huer, que c'est plus compliqué. Alors après, comme Sheamus aussi est fortement aimé, il arrive quand même sur 2-3 occasions à remporter les vivas de la foule, mais clairement quand il est piné, je pense pas qu'il y ait grand monde de triste en fait dans le public. Alors, je sais pas si on doit s'en réjouir ou pas, c'est une période un peu bizarre avec la Bloodline qui sublime un peu toutes les positions classiques là, avec c'est plus rang de face, plus rang de heel, ils sont eux. Et puis voilà, faut que ça continue. Mais du coup, je trouve que c'est compliqué d'établir des faces en face en fait, vu que ils sont tellement au-dessus que t'as plus vraiment de rivalité en elle-même. La Sheamus, on se l'imaginait comme un rival potentiel de Roman Reigns. Au final, il se fait latter par la Bloodline sans Roman Reigns, piné par Sami Zayn. C'est pas super non plus bien pour son pour son niveau quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est à la fois un sentiment partagé entre le bon match et la question de me dire mais où est-ce que ça nous mène cette histoire quoi. Ouais, clairement, ça fait un peu tâche sur le CV de Sheamus. On avait dit qu'après Wargames, si c'était les Usos qui gagnaient et la Bloodline, ça allait enterrer un petit peu le reste du roster. On est un petit peu dans cette configuration-là, même si ça fonctionne quand même auprès de la foule. Est-ce que toi, ça t'a perturbé aussi, Géliel, cette popularité hors norme de la Bloodline? Non, pas particulièrement, parce que c'est quand même ce qui est recherché depuis un moment, c'est ce qui est enfin atteint. Et, y a pas. C'est exactement ce qui devait être arrivé, ce qui était prévu. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je rejoins complètement Papy sur plusieurs points. Alors effectivement, là, il n'y a plus rien en face, quoi. Il n'y a vraiment plus rien en face. Et puis, donc ça, c'est une première chose assez embêtante parce que du coup, on se demande ce qui va s'écrire derrière. Il y avait l'espèce de pseudo split avec toute l'histoire autour de Sami Zayn, mais là,
manifestement, c'est fini. Il est intégré. Le petit mot de Jimmy Uso là, qui dit que c'était lui le héros, le tout fort, qui avait gagné le match, c'était le MVP. Ouais, voilà, on a une team unie, en plus à 3. Il y avait en plus Solo Sikoa qui n'est même pas intervenu, qui n'a pas souri, donc il y a un positionnement là. C'est peut-être le seul qui pourrait peut-être prêter à une histoire, peut-être qu'elle est voilà, une petite histoire à côté, parce qu'à côté de ça, on a quand même Sheamus qui arrivait. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on le positionnait, mais moi, je le voyais effectivement, comme disait Papy, versus Roman Reigns. Là, clairement, il se fait battre par le dernier arrivé. Alors, même si la victoire n'est pas clean et il n'y a pas de souci, mais il perd quand même. Donc, ça veut dire que c'est soit Drew McIntyre, soit Kevin Owens qui sont identifiés, mais en tout cas, c'est plus du tout Sheamus. Et puis, on ne les a pas vus du tout, ni l'un ni l'autre, ni Drew, ni Kevin. Je ne sais vraiment pas où est-ce que ça va aller. Et puis là, ça commence à être vraiment trop long pour moi. Trop long et surtout sans piste. Enfin, où j'en vois pas en tout cas. J'en vois pas. Ouais, alors il y a un laps de temps par rapport au prochain PLE qui sera le Royal Rumble, qui sera seulement en janvier. Qui n'est pas forcément prévu pour écrire des trucs dans ce style. C'est ça. Du coup là, effectivement, on sent qu'ils vont pas se précipiter dans les rivalités et que pour l'instant, on laisse mijoter tout ça avec un Sami Zayn qui finit par s'incorporer à la Bloodline vraiment de manière organique, on va dire, et qui a gagné sa place, quoi. Et maintenant, la question de savoir c'est ce qui va se passer. Alors, la rivalité avec les Brawling Brutes, elle est pas finie, puisqu'après, dans les vestiaires, on a la Bloodline qui s'apprête à sortir en ville, parce qu'ils ont fini le boulot, hein, ils ont eu leur prestation, ça suffit pour ce soir. Alors, c'est Sami et Solo qui vont aller chercher la voiture. Et ils laissent les Usos un peu devant les vestiaires. Donc Jimmy et Jay, ils discutent un petit peu du cas Sami Zayn. Hein. Jimmy, il lui dit tiens, t'as vu ça, maintenant t'es pote avec Sami. Jay, il dit ah bah oui, qui aurait pensé ça un jour. Il y a quand même Jimmy qui dit à Jay mais qu'est-ce que t'as pensé du fait que Sami il est quand même avoué qu'il t'a menti et tout ça devant Roman Reigns, etc. Bon, ça réflexionne là-dessus jusqu'à ce qu'ils se font attaquer une ultime fois par les Brawling Brutes. Enfin, c'est plutôt Sheamus tout seul qui les attaque avec le Shillelagh, sa matraque irlandaise là, et il les défonce les deux. Et on apprendra d'ailleurs qu'il y aura un match la semaine prochaine. Sheamus, Drew McIntyre contre les Usos. Sheamus leur dit on vous attend la semaine prochaine avec Drew. Sachant que les Usos doivent d'abord défendre leur titre à Raw contre Riddle et Elias. Bon, ça paraît déjà plié. Mais en tout cas, théoriquement, le plan, c'était Sheamus et Drew McIntyre contre les Usos la semaine prochaine. Par contre, newsflash, Drew McIntyre, il n'y aura pas de roue. Il y aura des roues, mais il n'y aura pas de roue. Parce que McIntyre est blessé et il sera à l'infirmerie. Il est remplacé par le petit bout de chou. Ça, c'est tout frais. Ça, c'est tout frais, ça vient de tomber. En tout cas, voilà, là, pour l'instant, la rivalité Bloodlines, Brawling Brutes, ça durera encore au moins une semaine ou deux. Il joue sur une partition qui est un peu inhabituelle dans le monde du catch, d'avoir des heels qui sont aussi populaires. Du coup, c'est assez difficile de créer des babyface consistants. Sheamus fait ce qu'il peut. Bon, ça fonctionne plutôt bien quand même. On verra quel sera le projet final. Parce que tout ça va tourner autour de la fan reign de Roman Reigns, mais c'est sûrement pas avant WrestleMania, donc ça va être curieux de voir comment ils vont faire mijoter la sauce jusqu'au Rumble. Ouais, là, finalement, tu as plus d'éléments dans ce segment, je trouve, que dans le match entre le Jimmy et Jay qui discutent sur. T'as vraiment oublié que Sami et tout, puis Jay qui fait semblant de rien, mais je sais pas, j'étais pas super convaincu non plus par son argumentaire. Ouais. Et puis. Et en fait, Sami qui veut partir tout seul, et puis je crois que c'est Jimmy ou Jay, un des deux forcément un des deux, qui lui envoie Solo Sikoa pour qu'il lui serve de garde du corps, en fait, en disant faut pas que tu te déplaces tout seul, faut que tu aies Solo Sikoa toujours avec toi. Parce que Est-ce que c'est pas aussi une manière de le surveiller?
Ouais, voilà. En fait, ce segment-là m'a mis plus d'interrogations que le segment d'ouverture au final. Ouais. Il y a une piste aussi sur Solo Sikoa. Savoir est-ce qu'ils vont pas partir autour de lui pour la suite de l'intrigue. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir des sagas sur un temps aussi long. Oui, il est resté très très discret, hein, comme je disais, hein, sur le Sikoa. Il est très fermé sur toute la durée du truc là. C'était très très voyant. Hein. Et il est étonnant quand même sur le Sikoa, hein, parce que ça fait quoi 3 mois qu'il est dans le roster. Et il est comme à la maison, quoi. Hein. Donc il tient super bien son rôle, moi je trouve. Alors, c'est pas le rôle le plus compliqué parce qu'il joue l'enforcer qui parle pas et qui reste stoïque. Mais pour l'instant, il l'a bien. Il l'a bien quand il doit défoncer des gars et être sans pitié sur le ring. Ils ont trouvé un bon élément. Enfin, c'est dans la famille, hein, je suppose, ce talent de catcheur. En tout cas, un bel apport à la Bloodline qui se porte bien. Et ben, on en saura plus la semaine prochaine ou lundi, voir s'ils arriveront à plier Riddle et Elias. Mais on se fait pas trop de soucis là-dessus. Santos Escobar nous fait une petite promo vidéo avec la belle Zelina Vega, très en beauté. Hein. Il explique qu'il va gagner la World Cup, hein, tout simplement, puisque c'est lui qui est en finale. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire sur ce segment vidéo où on boit du whisky? Alors, bref, ça servait pas à grand chose. Mais par contre, je trouve que c'est pas mal, ça donne un peu d'épaisseur finalement à Santos Escobar. Au-delà du. Enfin, disons que ça le pose un peu plus que simplement un gars qui va jusqu'en finale pour perdre ou gagner en finale, mais pour qui il n'y aurait pas grand chose. Quoi. Voilà, ça porte juste un tout petit peu d'épaisseur avec le clan Legado del Fantasma. Voilà. Ouais, on sent qu'ils ont quand même la volonté de faire quelque chose avec. Je sais pas quel est le potentiel, mais en tout cas, voilà, ils font des belles vidéos et on pose le personnage quand même pour qu'il soit pas totalement anecdotique en finale de cette World Cup. On reparlera de Santos tout à l'heure. Megan Moran est dans les vestiaires, elle discute avec Kofi Kingston qui est tout seul cette semaine. Xavier Woods, lui, vient pas sur FS1, hein. Il bosse que sur la Fox. Il a une grosse annonce. Kofi Kingston, il annonce qu'il est qui sera le premier entrant. Enfin, qui sera pas le premier entrant. Enfin, il annonce qu'il va participer au Royal Rumble. Voilà. Mais je crois que c'est le premier à faire cette annonce. Il y a personne. Hein, on est d'accord. Donc, j'ai souvent lu des gens qui disaient le premier qui s'annonce, c'est celui qui va gagner. Là, j'ai un peu de mal à croire que ça fonctionne, ce truc. J'ai jamais vérifié, mais ça me fait plaisir pourtant. Ouais, ce serait surprenant, Kofi Kingston qui gagne. Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas, hein. Surtout qu'ils ont insisté sur le fait qu'il s'est un peu loupé l'an dernier. Et je crois qu'il disait aussi c'est le deuxième au record de participation au Rumble, un truc comme ça, derrière Kane. Il est en train de... C'est possible. Il en est au son 12e ou une connerie comme ça. Enfin, c'est assez énorme finalement le chiffre de Kofi Kingston au Rumble. Mais de là à lui filer, on verra. Hein. Ouais, on peut espérer le voir peut-être dans les finalistes, dans le carton final. Un petit moment. Moi, j'aimerais bien. On en reparlera après pour Kofi, mais j'aimerais bien qu'il se rappelle un peu que c'est pas le tocard du coin, quoi. Que c'est un historique de WWE, quoi. C'est ça, un ancien champion. Ouais. Mais bon, c'est très bien qu'il va faire 5 minutes et se faire éjecter après avoir fait un gros spot. C'est pas grave, on a le droit d'y croire. Pour l'instant, il est interrompu dans son interview par Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser de Imperium. Il se fout un peu de sa gueule. Il demande à Megan Moran pourquoi ça sert d'interviewer un tocard comme ça. En plus, Xavier Woods n'est pas là. Hein. Alors Kingston, il dit bon, vous me faites pas peur les nazis, hein, mais ce soir je suis tout seul, donc j'en prends un des deux, hein, dites-moi lequel. Mais ce sera ni un ni deux, ce sera le troisième puisque Gunther débarque et il dit écoute, moi j'accepte ton challenge. Donc voilà, ce bon vieux Kofi affrontera ce soir Gunther, notre champion intercontinental. Il n'a pas trop de choix. Il s'est dit j'ai peut-être fait une connerie. Allez, allons au match tout de suite. Comme ça, oui, voilà. Le cas Kofi. Hein. Donc, on a le champion Gunther accompagné par Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Donc, les nazis et les fascistes réunis.
Ils arrivent au ring, ça se fout sur la gueule avec Kofi. Alors c'est quand même pas mal Gunther qui domine au départ. Il y a des petites interventions de Ludwig Kaiser qui crochette le pied, tout ça, de Kofi, ce qui permet d'ailleurs à Gunther de pas être débordé par la rapidité de Kofi. Mais bon, ça agace l'arbitre qui finit par virer Giovanni et Ludwig des abords du ring. Donc on se retrouve avec un face-à-face entre Gunther et Kofi. Kofi qui arrive à passer. T'as pas oublié le père Braun qui à un moment qui... Il y a Braun Strowman qui débarque. C'est c'est lui qui les fait fuir. Ah ouais, non, c'est pas l'arbitre. C'est autre chose dont je parle. Non, il y a Braun Strowman qui débarque et qui fait fuir Imperium. Donc Kaiser et Vinci, je crois qu'il les défonce, non? Il envoie pas un dans la barricade, et c'est ça. Il y en a un qui se fait exploser sur les barricades. Mais après, on les voit plus, il me semble. Donc après, ça se bat entre Kingston et Gunther. Ça y va à toi, à moi. Kingston, il arrive quand même à bien se démerder avec ses SOS, ses super drop kicks là. Ça va dans tous les sens. Il sort tout son arsenal, mais au final, il se prend un gros shotgun dropkick de Gunther dans la face, une powerbomb pour un compte de 2. Kingston essaye de revenir à l'attaque, mais Gunther le chope pour la Last Symphony. C'est son nouveau finish, qui ressemble pas du tout à un finish, mais c'est pas grave. Ce nouveau finish est quand même efficace puisqu'il lui permet de river les épaules au sol de Kingston pendant les 3 secondes fatidiques. C'est la victoire de Gunther sur un Kingston qui sera quand même bien battu, mais qui perd un peu clean contre Gunther. Et je suppose que c'est ça qui te dérange, Papy. Oui. Alors, ça dépend si tu vas le voir à moitié vide ou à moitié plein. Dans cette affaire, moi, si je commence par la partie qui me fâche un peu, c'est Kofi qui s'annonce comme premier participant au Rumble et puis qui derrière va perdre clean contre Gunther. Trop clean, j'ai envie de dire. Trop clean, voilà, sans vraiment d'intervention, parce qu'il y a des interventions, elles sont super loin par rapport au finish. Ouais. Et donc du coup, il se fait latter un ancien champion du monde face à un actuel champion du monde, champion intercontinental, il perd clean. Je trouve que c'est dommage alors que tu venais juste avant de le remettre en position de participer au Rumble et du coup de s'annoncer un peu comme une star. Voilà, je suis le premier à participer, tout ça. Puis au final, non, il se fait juste latter, quoi. Donc c'est le Kofi has-been qu'on a vu et je trouve c'est un poil dommage quand tu respectes pas trop ton histoire et puis tes deux bonhommes, quoi. Donc c'est un petit. J'ai déjà eu le petit sentiment la fois dernière avec le lancement de la Coupe du Monde. Là, j'ai un peu le même sentiment avec encore une fois les New Day d'ailleurs qui étaient dans leur match pour le record des Usos aussi et qu'ils n'ont absolument pas mis de décorum par rapport à ça. Là, rebelote, c'est un Kofi qui est un ancien champion du monde qui se déclare pour Rumble et puis derrière il s'est laté clean par un mec assez récent, quoi, même s'il est plus puissant. Alors c'est ça la partie pleine du verre, c'est de dire que Gunther, du coup, par contre, lui, il s'en sort avec une victoire contre un ancien champion du monde clean, où il a pu développer pas mal de catch, puis montrer notamment un nouveau finish. C'est bien pour lui. Voilà, donc ça c'est la partie pour Gunther, c'est bien si tu veux miser sur lui. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des gars sur qui il mise pour l'avenir. Mais voilà, au dépend de Kofi, ça me fait toujours un poil chier quand tu vois l'historique du bonhomme, quoi. Mais bon, ça sera comme ça et tout. Mais Kofi, en même temps, il était naïf. Il a oublié qu'il a pensé défier un des mini-nazis. Puis il s'est pris le gros nazi. Il a oublié qu'un nazi en cache toujours un autre, quoi. C'est ça. Autant c'est facile de se débarrasser des petits nazis, autant les gros nazis, plus compliqué. Gélial, est-ce que tu corrobores la version de Oui, je corrobore la version de Papy. Tout en rappelant quand même que Gunther et finalement Imperium sont quand même dans une dynamique qui est quand même plutôt de leur côté en ce moment, et que même si on peut se dire que c'est quand même dommage pour Kofi, voilà, la dynamique elle est quand même de l'autre côté, quoi. Alors non, clairement, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Je retiens quand même peut-être
Alors peut-être que c'était juste enfin voilà, l'arrivée de Braun Strowman là-dedans, qui est passé juste, mais voilà, je sais pas dans quelle mesure ça peut aussi teaser quelque chose. En tout cas, si on en revient d'un point de vue catchess, moi j'ai bien aimé. J'ai vu que effectivement, et tu l'as dit, Gunther sort des trucs un peu différents. Alors on n'est pas sur du high flyer, ça c'est clair, mais je trouve que ça s'étoffe, ça devient plus sympa, plus intéressant. Alors peut-être aussi que c'est grâce à Kofi qu'il a un peu forcé à sortir des trucs et puis que du coup il y avait une bonne alchimie entre les deux. Mais on n'était plus dans le match comme on a pu voir avec Sheamus là où c'était festival de tarte à la crème sur le torse là, d'Atemi contre Atemi. Et je trouve ça déjà vachement plus sympa. Et c'est aussi plus sympa aussi de voir qu'il est capable de faire ça. Moi, je savais pas d'où il venait, j'avais pas l'historique par rapport à ce qu'il faisait avant. Même il y a eu un gros rework puisqu'il était déjà il a perdu 175 kilos et puis en plus il a changé un peu de trucs. Mais voilà, je trouve que pour ça a apporté une dimension assez intéressante. Par contre, ouais, très dommage pour la partie annonce du Rumble et puis très dommage pour la partie New Day puisque finalement il se fait latter dans la seconde après avoir annoncé alors que ça pouvait être déjà un petit événement puisqu'on déjà on se projette vers le Rumble. Du coup, ça n'a pas tenu. Et puis les New Day avec l'annonce aussi sur le fait de la durée du règne, tout ça, il y a l'anniversaire, il n'y a rien eu quoi. Donc voilà, j'ai apprécié le match. Dommage pour Kofi et puis on va voir pour la suite quoi. Voilà, pour la suite. Et puis avec les petites pastilles Strowman que je garde dans un coin de ma tête. Ouais, Strowman, il est là en embuscade pour c'est ça. Pour se récupérer le titre intercontinental, quand même, mine de rien. Ouais, je suis d'accord que c'est quand même normal qu'on ait une victoire de Gunther qui est dans une dynamique de champion intercontinental de push énorme. Moi, Gunther, je le connaissais quand même d'avant son arrivée à la WWE. C'est un peu un match-up improbable, Kofi Kingston, Gunther. J'aurais jamais pensé voir ça, en fait, dans ma vie de fan de catch. Mais et du coup, je pense que cette affiche-là, même, ils auraient pu la réserver pour un pay-per-view, quoi. C'est quand même pas rien d'avoir Gunther, qui est quand même une référence dans le catch européen. Et qui est maintenant un des gros espoirs à la WWE, qui est parti pour être mine de rien sûrement un pilier de l'émission si ça continue comme ça, face à un ancien champion comme Kofi. Par contre, effectivement, il y a pas vraiment de raison que Kofi se fasse marcher dessus et perdre d'une manière aussi clean. Donc je suis un peu mi-figue, mi-raisin. C'était un bon match. On voit quand même que Gunther, il a un peu du mal à suivre des fois. Alors c'est un très bon catcheur, Gunther. Moi, j'ai vu faire de très grands matchs. Maintenant, le catch américain, le catch européen, c'est pas vraiment la même chose. Et mine de rien, Kofi Kingston, c'est aussi un des plus grands catcheurs actuels. Donc c'était, il y a eu il y a quand même une alchimie entre les deux. Ils ont fait le finish était particulièrement classe, là, l'enchaînement de shotgun dropkick et de powerbomb. Puis même tout le match était plutôt cool. Mais clairement, il y a une petite larme écrasée pour le cas Kofi, qui est pas traité à sa juste valeur. Mine de rien, au niveau du roster, il devrait être plus haut. Kofi, ça devrait être un mec qui pourrait prendre le titre à n'importe quel moment, le titre suprême. Il est trop tagué New Day, quoi. C'est un peu le problème, je pense. Voilà, bon, t'as 2 anciens champions dans le New Day. Le règne de Biggie, il a vraiment pas été fameux. Ouais, il s'est mal terminé en plus. Ouais, il s'est mal terminé. Je continue à penser que Xavier Woods, il peut aller jusqu'au sommet tranquillement. Et Kofi, il a déjà fait ses preuves. Le titre intercontinental, il l'a eu 15 fois, Kofi Kingston, donc il n'y a même pas de challenge pour lui dans cette histoire, quoi. Mais bon, puis à l'heure où tu manques un peu d'autres stars que la Bloodline, c'est dommage de pas capitaliser sur tes mecs qui ont prouvé et reprouvé, quoi. Ouais, moi je suis nostalgique, moi, de l'époque où tu avais des Kurt Angle, des Chris Jericho, qui étaient tous au sommet et qui étaient susceptibles de prendre le titre. T'avais Kane, t'avais Triple H, n'importe qui pouvait prendre le titre suprême. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'équivalent avec ce qu'on a actuellement, parce que tous ils ont été champions à un moment donné ou à un autre, et ils ont tous le star power.
Je suis d'accord, mais tant qu'on sort pas de cette espèce de statu quo Bloodline, ils ont quand même 4 ceintures, quoi. Ouais. C'est le beaucoup. revers de la médaille du succès de la Ils ont Bloodline, même en fait. 6 ceintures, je crois. Ouais. Ils ont 2 x 2 plus 2. Ouais, c'est 4 plus 2. C'est ça, 6, ouais. Parce qu'après, tu peux même pas remettre en cause le traitement de la Bloodline, puisque c'est un succès complet, quoi. Ça bat les records à la télé, les ratings sont tip top. Là, il y a des records d'affluence dans tous les PLE, même sur Peacock. Là, le dernier Wargames, il a fait 2 fois plus que l'année dernière, je crois, ou plus 50%, je ne sais pas. Donc le succès, il est là, donc tu peux même pas les remettre en cause la manière dont il gère le truc, mais voilà. Et puis en plus, je les trouve assez créatifs, quoi. C'est-à-dire que il y a un environnement autour de ce clan ultra dominateur qui leur permet d'écrire des trucs où, voilà, c'est pas 100%, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont quand même pas mauvais, quoi, dans l'écriture dans ce qu'on propose, quoi. Et plutôt original et ouais. Clairement. Hein. Donc c'est voilà, ils ont peut-être pas envie non plus de casser leur jouet tout de suite. Mais du coup, ça plombe quand même pas mal le reste du roster, ça plombe pas mal les autres rivalités et ça fait tout tourner autour du même truc, quoi. Alors ça rappelle un peu les Hulk Hogan où on avait un mec invincible au sommet, sauf que là c'est pas un mec, c'est un clan, quoi. Et on fait avec. Mais du coup, c'est sûr que c'est délicat pour briller pour les autres. Mais bon, tant que ça se fait dans la bonne humeur, tout va bien. Parce que je pense qu'ils sont tous beaucoup de pognon dans tout ça. Donc tout va bien. C'est juste pour nous, spectateurs, que des fois on se dit il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Comme par exemple avec le segment suivant, un certain Bray Wyatt qui est backstage et puis qui nous parle. Il nous parle, il dit vous savez, dans le temps on était des animaux. Les animaux, ils se mangeaient les uns les autres, mais personne n'appelait ça la violence, parce que personne ne parlait, on était tous des animaux. Et il promet qu'il n'a pas du tout attaqué LA Knight, et que d'ailleurs la preuve, s'il avait attaqué LA Knight, il resterait pas de traces d'LA Knight. Il serait en 1000 morceaux, le gars, quoi. Voilà, il dit c'est pas moi l'enculé, je vous assure. Et un peu plus tard dans l'émission, il y a l'oncle Woody, ou c'est comme ça qu'il s'appelle, donc le mec bizarre avec un chapeau là, qui dit il faut pas croire tout ce qu'on dit, c'est des menteurs, ils font que mentir. Et c'était notre segment Bray Wyatt de la semaine. Géliel, est-ce que ça te va tout de suite. Je peux faire un diptyque avec Karrion Cross qui. Tu vois, j'allais te le proposer. Voilà. Karrion Cross aussi. Voilà. Karrion Cross, il joue aux cartes avec Scarlett, au tarot. Il parle de ses victimes, notamment Drew McIntyre. Alors bon, c'est relatif quand même. Ouais. Je l'aurais pas tenté, moi, celle-ci. Ouais, moi je l'aurais pas tenté non plus. Il parle de Madcap Moss. Bon, là d'accord. Et il dit qu'il a une nouvelle cible en vue, rien de moins que Rey Mysterio, qui est actuellement à l'hôpital, puisqu'il a été tapé par son fils dans une scène mémorable la semaine dernière. On vous rappelle que le petit Dominique, il est venu avec la replay à la maison pour Thanksgiving et puis il a défoncé papa. C'était à voir. Voilà, donc je t'en prie, Jaliette, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? On va se faire plaisir. Non, stop. On arrête. Bray Wyatt, déjà, il faut arrêter avec les coulisses. Il y a, en plus, on fait, là, il faut quand même qu'on se rende compte, quand même. En 3 semaines, on a fait une tarte. La semaine d'après, on a fait une tarte, mais on n'était pas tout à fait dans le ring. Il y en avait un qui était dans le ring, l'autre qui n'était pas dans le ring. D'accord. Et la 3e semaine, on fait un segment backstage sur la tarte, en l'occurrence. Voilà. Stop, quoi. Stop. Et alors, j'ai été très attentif aux réactions du public, au retour plateau, on va dire, sur le ring. Ça parlait dans tous les sens. Je crois que le public aussi décroche, quoi. Il n'y a pas que moi à être embarqué dans cette galère. Les commentateurs étaient très en mode oulala, qu'est-ce qui va se passer? Le public, pas du tout. Il n'y avait aucune émotion, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de. C'était quand même très calme, quoi. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, et je redis ce qu'on avait dit la semaine dernière ou les semaines d'avant, il faut absolument que maintenant on passe à la 2e, voire la 3e sur Bray Wyatt.
Je sais pas dans quelle review on l'a dit, vous l'avez dit. Ça va faire 3 mois qu'il est revenu. Mhm. Et il se passe ouais. toujours rien. Alors là, pour le coup, il prend son temps, oui, mais n'empêche que ça commence à être très long. Le momentum est complètement parti. Et puis, on sait pas où il va. Si c'est LA Knight qui va attaquer Bray Wyatt, on a quand même tous le droit d'être un peu déçus de l'issue de ce truc, quoi. Et puis Karrion Kross, je sais pas quoi dire. Le gars, il aurait perdu de tous ses combats s'il n'y avait pas eu sa femme qui mettait un coup de la bombe au poivre et compagnie. Et donc, il est toujours positionné comme étant le clutch ultime, le heal absolu qui tue tout le monde. Et là, cette fois, il va attaquer Rey Mysterio parce qu'elle est sortie du chapeau de la carte de sa femme. Bon. Et en plus, sachant qu'effectivement, lui, il est à l'hôpital, donc ça se trouve, il y a peut-être encore une dizaine de jours, ou 2-3 émissions, où on va le voir en parler, puisque si on reste kayfabe, il va peut-être pas être revenu tout de suite la semaine prochaine, le bon Ray Ray. Donc voilà, sans intérêt. Les 2 segments complètement sans intérêt, et en plus ça commence à devenir très long pour les deux. Karrion Kross a eu un peu de catch ces derniers temps, mais pas du tout Bray Wyatt, donc ça devient très très long. Je supporte pas. Voilà. Ouais, c'est délicat et on sait même pas si on peut se procurer le jeu de tarot à l'effigie des catcheurs de la WWE avec lequel tire les cartes. C'est le seul intérêt du truc. Scarlett. Papy, toi, tu m'avais dit Karrion Kross, quand même, j'aime bien. Ouais. On attend son retour, de toute façon. Bah oui, c'est le lapin blanc. C'est le lapin blanc, on attend son retour. Non, mais et je vais faire un compliment à Karrion Kross. J'ai trouvé son segment moins nul que celui de Bray Wyatt. Je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le prendre, qu'il le prendra, puisque de toute façon, il considère que quand il se fait latter la gueule par Drew McIntyre, il a gagné la rivalité. C'est vraiment un gros mytho, celui-là. Clair. On va te repasser le ralenti. Reviens voir la barre, parce que ça se passe pas non, comme mais ça. j'ai gagné. Quoi? Je suis pas à l'aise. Ouais, c'est la tristesse absolue. Je Et pense. tout, tu parles. Et puis, je suis un mec important, alors que non, c'est un loser, quoi. Il est en rivalité avec Madcap Moss, et maintenant il va s'attaquer à Pepe Mysterio et sa jambe dans le plâtre. C'est quoi son avenir à Karrion Kross, quoi? Bon, j'ai même pas envie d'en parler parce que de toute façon, je pense qu'il est déjà cramé, Karrion Kross. Donc, on va le laisser dans sa nullité, et on va remettre une couche sur Bray Wyatt où effectivement il est revenu et ça sert à rien. Et ça sert à rien, voilà. Je pense qu'il n'a aucune idée. Il veut juste faire un personnage mystique, il fait des trucs cryptiques, on s'en fout complètement. Il y a un autre gars avec un masque dégueulasse qui lui répond, on s'en fout aussi. Et puis voilà, de toute façon, pourquoi est-il là, on ne sait pas. Et puis en plus, sa rivalité, c'est avec LA Knight là, qui est un espèce de faux Max Dupri. C'est Max Dupri. C'est un vrai catastrophique. Moi, rendez-moi Max Dupri. Ouais, alors même pas trace des maximum male modèles. Voilà, on peut même pas rigoler en plus. Alors voilà. Bon. Ouais, je sais pas. Ouais, je crois que Bray Wyatt, sa seule ambition, c'est de faire ses vidéos où il va nous révéler qu'en fait, il est le mec caché derrière le truc, ou que c'est pas lui. Voilà, au choix. Ouais, c'est pour les enfants, je crois, finalement. Ça fait peur aux enfants. Un peu comme Karrion Kross. On fait dormir les enfants. Ouais, non, bon, il n'y a rien qui fonctionne là, d'un côté comme de l'autre. Bon, on voit qu'ils mettent quand même du cœur à l'ouvrage. C'est des vidéos qui sont bien faites. On sent qu'ils ont un peu plus de temps pour les faire qu'à l'époque de Vince. C'est sûr que c'est pas la partie in-ring qui prend du temps. Ça, voilà. Pas trop occupé, je pense. Mais bon, c'est difficile de s'enthousiasmer pour des trucs comme ça. Quel avenir pour Karrion Kross en équipe avec LA Knight, évidemment. Et puis Bray Wyatt. Bray Wyatt, je vais pas vous ressortir les rumeurs à l'époque de son retour, là, où on pensait qu'il allait. Alors les gens annonçaient sérieusement qu'il allait avoir un clan, les Wyatt Six, avec 6 personnes derrière lui, donc Karrion Kross, des mecs qui sont à NXT. Il devait même y avoir Aleister Black dedans, pour vous dire. Ouais. Tant qu'on y est. Ouais, c'était les Dirt Sheets 2022, un grand succès. Bon,
Revenons à nos... Cheat, c'est shit, t'écris ça comment du coup Ouais, bah, ça commence à s'écrire S-H-I-T. Ouais, voilà, bon, bah, hein, on attend un peu mieux de ces deux-là, hein, Bray Wyatt et machin, là. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Un vidéo package nous rappelle que Ronda Rousey a battu Shotzi la semaine dernière. Et ce soir, Shayna Baszler affronte Emma. Alors qu'on avait passé une semaine à essayer de l'oublier. Voilà. cadeau, hein. Merci, bravo. Hein. Merci, merci. Voilà, j'ai dû reprendre des vitamines après ça. Shayna Baszler donc affronte Emma, hein, qui est de retour. Je vous rappelle, Emma, hein, si vous vous souvenez pas d'elle, et ben c'est que vous êtes C'est jeune. la copine de Madcap Moss. C'est la copine de Madcap oui. Moss. Madcap Moss vient l'encourager avant le match. Il dit t'es quand même Emma, t'es quand même balèze. Ça va aller contre Shayna Baszler. Et un petit béco. Il y a un petit béco, un petit bisou, bis pop. On est content pour eux. Voilà, on essaie de pas faire des trucs graveleux, mais c'est pas facile quand même. Donc après, il y a Shayna Baszler qui arrive au ring, elle se bat avec Emma, elle se fait défoncer. On lui pète pas de trucs graveleux. Voilà, elle pète les coudes. Puis elle la piège dans sa prise de finition là, ou l'étranglement arrière. Et puis donc elle finit par abandonner Emma. Et puis Baszler elle continue à lui taper dessus. Alors il y a Shotzi qui débarque pour sauver Emma, mais elle se fait défoncer aussi. Elle a deux doigts de se faire péter le bras. Mais heureusement, il y a Raquel Rodriguez qui débarque, qui elle a déjà le bras cassé, donc elle risque pas grand-chose. Et ça l'amuse plus à ce moment-là. Shayna Baszler, elle dit oh la 3 c'est trop, je me casse. Et voilà. 4 minutes 12 le match entre Emma et Shayna Baszler. Voilà. J'espère que Géliette, ça t'a plu ce match? Non, c'était plein d'incohérences, quoi. Enfin, je trouve qu'il y avait plein d'incohérences. Il y a Emma qui revient, donc on peut s'attendre à un mini. Enfin voilà, elle va pas aller taper les ceintures, mais on peut s'attendre quand même à un mini push, quoi. Mais pas de bol, elle tombe face à Shayna Baszler qui elle aussi est en mode push, en mode sacrément push. Du coup, elle se fait dégommer. Du coup, on se dit, alors, du coup, ça valait bien la peine de la faire revenir. Et puis, alors, derrière, Shotzi qui arrive, qui se fait dégommer, mais, elle a fait quoi, une seconde, quoi. C'était ridicule. Et donc, par contre, le seul truc à peu près cohérent, même si après, il y a Raquel Rodriguez qui arrive, c'est que, du coup, Shayna Baszler est quand même montrée un peu forte. Ça faisait très longtemps. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour elle. Je la trouve pas en très grande forme. Je sais pas si, je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on veut nous raconter. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'on veut nous raconter qu'elle est effectivement dans une phase un peu haute. Alors peut-être pour rejoindre, peut-être le Ronda Rousey, je sais pas, dans une espèce de configuration autre que Sidekicks. Ou peut-être partir elle aussi vers quelque chose avec un split, avec une peut-être engueulade avec Ronda. Mais je sais pas. En tout cas, il y avait pas grand-chose de cohérent. Et puis, c'est pareil, le petit béco avec Madcap Moss, ça n'avait aucun intérêt. Ça, on s'en fout en fait. Donc très peu d'intérêt. Et puis au final, même dans le ring, c'était à chier, hein, de dire gentiment avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, sans intérêt pour moi. Oui, je rappelle une règle générale, hein, on fait pas de couple de babyface, hein, parce que personne n'a envie de se rallier derrière le beau mec qui sort avec la belle blonde. Papy, quelque chose à ajouter? On finit d'enterrer le truc. Moi, je sais pas. Je sais pas si on va ajouter quelque chose, si ce n'est que, chez Baszler, au bout de 2 interventions, elle en a eu marre, elle s'est barrée. Moi, j'en ai eu marre beaucoup plus vite que ça. Mais voilà, je ne comprends pas. T'as pas sa patience, toi, c'est ça le problème. Là, j'ai pas sa patience, mais je comprends pas ce qu'il nous raconte entre effectivement Emma qui revient puis qui se fait latter. Shotzi qui est l'ancienne challengeuse numéro 1 qui s'était fait latter la semaine d'avant, qui se refait latter à 2 contre 1 cette fois-ci. Et Raquel qui se casse le bras, mais qui par contre est là toutes les semaines. Donc, non, je ne tiens plus, la coupe est pleine. Je pense que ce segment féminin de la soirée, avec des filles qui interviennent dans tous les sens et qu'on n'attend pas, était de trop. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres comme ça. En tout cas, j'espère que les gens qui pleuraient à corps et à cri pour le retour d'Emma sont satisfaits. Hein. Parce que dans le genre surcoté, elle était pas mal, elle, quand même. Voilà. Allez. Un retour qu'on n'attendait plus. Lacey Evans.
Une petite vignette nous rappelle qu'elle a été Marines et qu'elle s'entraîne avec les Marines actuellement. On ne sait pas trop si elle est face ou si elle est heal. C'est Back to Basics. Et on s'en fout, hein, surtout. On s'en fout, alors un point. Voilà. Back to Basics et on a mission. Voilà, fait des pompes, etc., etc. Et merci à la américaine en fin de segment en disant un petit message en disant merci de nous avoir laissé filmer. Sympa. Ouais, ils l'ont vraiment envoyé à l'armée. Bon, hein, pas mieux. Eh ben, allez, vas-y, bon courage, vas-y. Bon courage, voilà. Garde-en pour après, il y en a Garde-en, encore. voilà. Il y a des guerres qui se préparent. Pourquoi ne pas l'envoyer en Ukraine un petit peu? C'est mal barré, hein, ce retour de Lacey Evans. On vous le cache pas. Bon, bah, on reste avec les filles du coup, parce que comme on a pas mal de Et choses voilà, qui allez, se passaient. vas-y. C'est Damage Control qui débarque au ring. Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Bayley, elle raconte qu'elle a dominé à War Games. Voilà, c'est elle qui est restée le plus longtemps. Je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. Les gens veulent Becky. Becky. Bayley, elle commence à critiquer Becky. Voilà. Elle explique que Becky, elle est pas restée longtemps dans le match quand même. Et puis Bayley, elle commence à se foutre de la gueule du roster de SmackDown. C'en est trop. Voilà Liv Morgan qui débarque pour le grand plaisir de Gilliel. Elle arrive au ring. Elle dit vous êtes 3, ben, ça me paraît équitable. Bonne idée. Voilà, une bonne idée. Elle sait pas que c'est l'inverse de Shayna Baszler, quoi. 3, ça le fait. On y va, mais évidemment, en catch comme en amour, 3 c'est bien, mais quand il y en a 4 dans le ring, c'est beaucoup trop. Donc elle se fait un peu submerger par les Damage Control. Et soudain, une musique retentit. Qui c'est que ça peut être bien? Eh ben, nul autre que Tegan Nox, qui fait son grand retour à la WWE. Alors, elle a un peu de mal à prendre le dessus, mais à 2, elles y arrivent quand même. Et Nox finit par porter le Shinest Wizard, c'est un coup de pied à la volée sur Dakota Kai. Pour terminer le segment, les méchants battent en retraite. Si vous ne savez pas qui est Tegan Nox, eh bien, nous non plus. non, on déconne, on est quand même des spécialistes du catch. Voilà, en tout cas, Wikipédia, c'est bon. Voilà, et il était temps qu'elle revienne parce qu'elle n'arrivait plus à s'acheter des pantalons. Oh là là. Le sien était bouffé par les shampoing non plus, manifestement. Plus de shampoing non plus, effectivement. Elle a été chez les coiffeurs. Vous savez, les écoles de coiffure où on se fait coiffer gratuitement. Du coup, elle avait toutes sortes de couleurs bizarres dans les cheveux. Là, c'était plutôt les premières années. Ouais, c'est ça. C'était peut-être des maternelles d'ailleurs, je pense, qui ont fait des bâches. C'est ça. Elle a passé beaucoup de temps avec sa fille à apprendre les basiques. Donc voilà, Liv Morgan qui s'est trouvé une nouvelle alliée en la personne de Tegan Nox. Tegan Nox qui était passée à NXT, souvenez-vous, elle s'était cassé le genou. C'était le plus gros truc de sa carrière. Ouais, elle était dans les Wargames, elle s'était fait défoncer par Dakota Kai dans la cage. Puis elle était arrivée dans le main roster en équipe avec Shotzi avant de se faire virer. Et ben on l'a réembauché. Papy, est-ce que tu es content du retour de Tegan Nox? Ah bah alors là, je pense que c'est la grosse, je sais pas comment ça, la grosse bouse sur un gâteau de merde. C'est ça. Tu vois en même temps, Bayley avait raison de dire c'est quoi la division féminine de SmackDown, c'est de la daube. Qu'est-ce qu'on fait pour lui donner raison? Boum, allez, on va ramener l'autre boiteuse qui est habillée comme une clodo. Et puis, ça donne. C'est affreux. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, là. Damage Control, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle venait foutre là, et elle vient d'introduire l'autre nulasse, là. Je sais même plus quoi dire, tellement je suis désespéré en regardant ce segment-là, avec la Liv qui arrive suintant de charisme. 1 contre 3, j'y vais, et puis boum, elle se fait latter la gueule. Et puis voilà, je sais pas. Là, alors c'est marrant parce que petit spoiler de Raw qui va arriver derrière, auquel on annoncera 2 triple threats féminins qui pour le coup ont beaucoup de gueule sur le papier. Mais alors la division féminine de SmackDown n'en jetait plus, quoi. Alors on a eu tout un étalage de classe là sur la soirée entre
Baszler, les 3 du LAS en face, Lotkon qui vient qui retourne à l'armée, puis voilà, là, ce qui nous sortent le duo entre la Clodo et la Folding, eh ben merci, hein, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Quand on sait qu'il y a encore Xayali dans le vestiaire qui attend. Ouais, oui, il en reste à dédouer. Ça va être dur. Ça va être dur. Géliel, est-ce que tu moi, façon cachée pour Tegan Nox? On ne sait pas. Non, absolument pas. Je tiens juste à rappeler. C'est terminé par la vidéo de Karrion Kross. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai saigné du nez sans raison, et je pense, et je me suis évanoui. Voilà. Parce que quand même, ça venait clôturer un moment incroyable de tout, hein, on va dire. Et là, c'était n'en jetez plus, hein, comme dit Papy, n'en jetez plus, quoi. Non, mais là, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. On veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Voilà, on lance un carton rouge. Triple H, non, ce n'est pas possible. Il faut pas nous rappeler tous les clodos du circuit indépendant. Ça va pas le faire. Bon, il y a William Regal qui va revenir normalement, mais ce sera sûrement NXT. Qu'ils prennent toutes les filles avec lui puis qu'ils les amènent là-bas, quoi. C'est ça, mais en plus ils en ont besoin. La division féminine de SmackDown. Voilà, on ferme, c'est pas grave. On arrête. Voilà, ça arrive, hein. Voilà. C'est tout. Des fois, on peut pas réussir à tous les coups. Mais comme quoi, on critique Damage Control et tout, mais t'as quand même une différence de niveau par rapport à SmackDown. Hein. Ah oui, mais et c'est désespérant pour elle d'aller se mouiller là-dedans, quoi. Ah, et c'est vrai que le truc était complètement autoréférentiel quand par rapport à la valeur du roster de SmackDown, quand on voit ce qui déboule et comment ça se passe, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. C'est pas du tout un troll, en fait, ce qu'elle disait. Non, c'est comme tous les heels, il dit la vérité. Hein. C'est ça. Mais là, Tegan Nox, personne ne la connaissait en plus. Le public, il a popé parce qu'il a vu débarquer une fille, quoi. Mais... Bref, est-ce qu'on peut appeler ça une pop? Je ne pense pas. Donc, non, monsieur Triple H. Ça ne peut pas continuer. Monsieur Triple H qui a des grandes idées, pourquoi pas mettre de Cruiserweight en main event, tiens, de SmackDown. Il y a une petite vidéo qui nous rappelle qui est Ricochet, pour ceux qui auraient oublié. Face caméra et tout, il est presque bon, Ricochet, dans cette vidéo où on nous parle un petit peu de ses motivations. Il doit y avoir beaucoup de montage. Ouais, il y avait beaucoup de montage. Ça, c'est certifié, c'est pas un peut-être. Mais on a vu quand même les faiblesses du gars. Bon, on a l'avocat de Ricochet avec nous, Géliel, donc il rétablira la vérité un peu plus tard. Enfin, la vérité qu'on entend dans les cours sa vérité, en tout cas. De cassation. Voilà, sa vérité. 21 minutes 53 de match, donc cette finale de la Coupe du Monde de catch, la World Cup. Ricochet affronte Santos Escobar, qui est accompagné de Zelina Vega, qui va aux commentaires. Très en beauté, Zelina Vega, je ne dirais pas assez. Joaquin Wilde est là, Cruz del Toro, aux abords du ring. Ils vont faire un petit peu de diversion pendant le match, mais ça va énerver l'arbitre qui va finir par les faire sortir. C'était ce que je vous racontais plus tôt sur les nazis. En fait, j'avais confondu avec les Mexicains. Donc après, ils vont même virer Zelina Vega. Tout le monde rentre au vestiaire. Et on n'a plus que Ricochet et Santos Escobar qui vont dérouler tout ce qu'ils peuvent. Ils vont nous faire un match à la 205 Live là, ou à la Cruiserweight classique avec des gros moves en veux-tu en voilà. On va sur les barricades, on fait des Hurricane Rana depuis les barricades, on fait des Poison Rana plus de la 3e corde, des splash en veux-tu. Il y a un gros suicide dive un des plus impressionnants d'Escobar sur Ricochet là à l'extérieur du ring. C'est mal d'ailleurs, je pense. Je pense qu'il se mange la table quand même. Parce qu'il est directement derrière, il prend. Tu le vois qu'il a le visage qui est complètement dans le vide et puis il se prend une bouteille d'eau pour se réappuyer. Je pense qu'il s'est un peu coupé le souffle, père. Ouais. Il avait le visage de travers un petit peu. Et il était un petit peu palichon. Mais ça n'empêche pas de continuer le match. Alors c'est très très serré. Alors c'est quand même triste pour eux. Parce que y a une bonne partie du match, au moins les 10 premières minutes où le public visiblement est diverti par quelque chose qui se passe justement dans le public, donc ils regardent pas le match, ils sont en train ils poussent des cris, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y avait une bagarre ou un truc dans le public.
Mais en tout cas, ils suivent pas le match. Mais après la pub, hein, ça revient. Les deux enchaînent les spots de plus en plus impressionnants. Notamment un Ricochet qui tente un 450, puis qui se plante sur les genoux d'Escobar, qui va tenter le near fall. Escobar va tenter son Phantom Driver, mais Ricochet va le retourner. Encore une fois pour le compte de 2. Et là, dans le finish, il y a Ricochet qui va donc faire un Poison Rana depuis la 3e corde. Là. Il enchaîne avec un bon jumping knee dans la face, un super kick et encore un kick derrière la tête. Donc là, le bon Escobar, il finit par s'écrouler au sol. Ricochet n'en a pas fini. Hein, il monte sur la 3e corde et c'est parti pour un 630 splash pour la victoire. Une grosse réaction de la foule là qui à la fin était vraiment dans le match. Ça m'a rappelé les belles heures de 205 Live là où effectivement les petits cruisers débarquaient dans l'indifférence générale et finissaient par emporter la foule à coup de spots spectaculaires. Donc voilà, on en termine sur cette victoire de Ricochet qui va aller sous le Titantron, prendre la coupe entre les mains, célébrer auprès du public. Mais une fois que les pyros sont passés, c'est l'arrivée de Gunther qui vient confronter le gagnant. On se toise hein, d'un côté comme de l'autre. Et c'est la fin du show, puisque Ricochet, hein, en plus de la Coupe du Monde, il a gagné le droit à un title shot pour le titre intercontinental. Donc il ira affronter Gunther pour essayer de récupérer le titre intercontinental qu'il a perdu justement aux mains de l'Autrichien. C'est la fin de ce SmackDown. La semaine prochaine, on aura Kurt Angle qui célébrera son anniversaire. Et chez Shotzi qui affrontera Shayna Baszler. Voilà. Et Ronda et Raquel seront ringside, me dit-on. Bon, un peu de sérieux. Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ce... Ou alors peut-être Papy en premier, et puis tu feras la défense de Ricochet à la fin. Allez, hop, allez. Papy, vas-y. Ah bah, donc en fait, tu insinues que je vais défoncer Ricochet, quoi. C'est un peu ça que tu... Ça fait 1 an que tu fais ça, Papy. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, on est jamais à l'abri d'une surprise. Alors, déjà, Ricochet, on va l'accueillir dans le clan des mythos avec Karrion Kross parce qu'il a commencé en disant « Ah, j'ai jamais eu mon rematch contre Gunther et ci et ça ». Alors qu'il a eu, il s'est fait latter 2 fois de suite. Hein, c'est vrai. Donc, son rematch, il l'a eu. Donc, ça, on reconnaît sa mauvaise foi, oui. Voilà, faut quand même reconnaître qu'il est de mauvaise foi et qu'il fait partie du clan des mythos. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que c'était un joli match quand même, hein, on va le dire. Ouais. Ils nous ont bien entertainés. Je pense que ça fait de temps en temps une petite pause comme ça, respiration entre les deux. C'est entre ce type de mecs qui savent maîtriser bien. Et puis en plus, moi, le Escobar, moi, je trouve qu'il est très bon en fait. Dans le ring, je l'avais déjà vu NXT, mais je le trouve très bon. C'est un grand talent. Hein. Je pense que malheureusement, sa taille fait qu'il ira jamais vraiment super haut. Puis en plus, il est pas super large, quoi. Donc, mais bon, en tout cas, il sait y faire. Et du coup, avec Ricochet, ça marchait bien. Je pense aussi qu'ils ont un passé commun à le Underground et des trucs comme ça. Et j'ai trouvé qu'ils étaient ultra, comment on peut dire ça? Ils avaient une ultra bonne alchimie. Ouais, clairement. Ils savaient tout prévoir. Ils ont fait un nombre incalculable de spots à 2 qui sont assez compliqués à placer, puis qu'ils nous ont passé soit depuis le ring, soit depuis le coin, soit depuis les barricades aussi. À un moment, ils s'amusent à sauter sur les barricades et puis faire des prises depuis là-bas. Les deux sont, c'était super. Effectivement, je pense qu'Escobar, on en a parlé à un moment, il s'est fait peur, il s'est fait mal quand il a fait son dive de folie sur Ricochet parce qu'il arrive vraiment pleine vitesse et pleine puissance. Avec Ricochet qui dégage en fait par-dessus la table et lui qui atterrit sur la table du coup. Là, il y va pas à moitié. Hein. C'est pas juste il saute à travers les cordes et puis il fait un câlin en arrivant. Là, il va vraiment pour le défoncer, quoi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Je pense que c'était un match original dans ce combat SmackDown. Je pense pas que je veux voir ça toutes les semaines. Par contre, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Et puis ils se sont fait plaisir. Ils ont eu un joli match. Et puis Ricochet se fera latter la gueule par Gunther en 2 semaines. Et puis il repartira dans la pénombre.
puisque c'est là où il se sent le mieux. C'est vrai. Le pauvre. Ouais, c'est pas le genre de match qu'on s'attend à voir en main event de SmackDown. Une fois de temps en temps, c'est quand même sympa. Bon, comme je disais, ça m'a rappelé les belles heures de 205 Live. Et effectivement, Ricochet et Santos Escobar qui se connaissent bien de la lucha underground, puisque Ricochet c'était King Puma ou Prince Puma peut-être. Prince Puma. Ouais, et King Cuerno par contre. Ça, c'est le Prince et le King. Ouais, et King Cuerno, Santos Escobar. Donc ils ont eu l'occasion de s'affronter plusieurs fois déjà. Santos Escobar qui est quand même un grand nom, on le répétera jamais assez, du circuit international, parce qu'il il faisait les main events de la AAA, Triple Mania. Il a aussi une petite carrière à Impact. On l'appelait. Il a eu 2 noms lui, quand il était à la Lucha Underground, c'était King Cuerno, et sur le circuit indépendant, enfin sur le circuit mexicain surtout, même s'il a bossé à Impact, où il faisait des très jolis matchs à Impact d'ailleurs. Il était El Hijo del Fantasma. Il avait un masque et tout. Il ressemblait au... Ses débuts de mémoire, ses débuts à la NXT était aussi Hijo del Fantasma, peut-être, non? Ouais. Au tout début, il enlève le masque tout de suite et il dit maintenant je m'appelle Santos Escobar. Ça, quand il passe en fait, quand il recrute ces deux couillons. Ouais. Il a peut-être eu 1 ou 2 matchs avec le masque, sachant qu'il a perdu son masque à Triple Mania dans un main event. Donc c'est normal qu'il le conserve pas malgré sa carrière de luchador. Mais c'est un des plus gros noms du circuit international, et Ricochet c'était un des plus gros noms de l'indie. Donc là vous avez un peu le top de ce qu'il faisait ces dernières années hors WWE, jusqu'à ce que il finisse par se faire débaucher par Triple H. JDL, toi, ça t'a rappelé les belles heures de la lucha underground? Alors, ça m'a rappelé les belles heures de la lucha underground que j'ai pas connues, mais en tout cas, oui, ça me les a rappelées. Et tu regardé la lucha underground? Non, mais c'est en fait un style de catch hyper technique, très sautillant que j'aime beaucoup, parce que finalement, de mon point de vue, beaucoup plus à risque qu'un match avec du Sheamus Gunther qui se balance des tartes, des atémis. Et que du coup, forcément, quand ça réussit, et c'est pas tout le temps le cas, faut aussi le reconnaître, mais quand ça réussit, au-delà de l'aspect visuel qui peut être à peu près identique, avec des gros starts qui marquent, plus le bruit, etc. Il y a ce petit frisson du truc là. Ils ont quand même réussi quelque chose de techniquement assez fort, et du coup, ça rehausse un peu mon intérêt quand je regarde un match de catch. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup le rôle de le catch de Ricochet. Je vous l'ai déjà dit, ça saute partout, et puis même si évidemment il ira jamais plus loin que ce qu'il a déjà obtenu, je pense, peut-être encore une fois, mais certainement pas contre Gunther. Je suis d'accord avec Papy. Peut-être qu'il ira encore choper une ceinture mid de moyenne importance. Sans problème, peut-être un titre US également, mais il ira jamais au-delà. Mais peut-être aussi que c'est la destinée de certains d'être très dans la démonstration comme ça, et sans aller forcément systématiquement les taquiner les sommets. Vous l'avez dit, l'alchimie, je l'ai trouvé vraiment bien, même si le Père Escobar est quand même un peu plus tanké, il fait un peu moins fin que Ricochet. Ça passait vachement bien. Ils sont passés sur la barrière de la sécurité là, quand ils marchent tous les deux dessus, et puis qu'ils préparent la prise dans la foulée. C'est vachement sympa. Il y a eu un petit peu de jeu avec le public. Alors, j'avais pas vu que le public était occupé par quelque chose d'autre, mais j'ai plutôt vu que effectivement, ça avait un peu de mal à prendre au début. Il y a eu une espèce de pause quand ils étaient tous les deux sur le sol, et puis après ça a commencé à accélérer, et là effectivement le public a vraiment embarqué, quoi. Et il y a eu des grosses prises dans les coins depuis les troisièmes cordes, pas évidentes. Donc ouais, moi j'ai été bien entertainé, il n'y a pas de souci. Ricochet gagnait à la fin, donc je suis très content. Mais en même temps, il n'a pas été ridicule, loin de là. Escobar, plus comme je le disais tout à l'heure, la petite présentation qu'il avait eue en pré-match. J'espère que parce que il n'y en a plus beaucoup, en fait, si on regarde bien maintenant dans le roster des high flyers, quoi. Tout ce qui était Kalisto, tout ce qui était des trucs comme ça a tout disparu. Rey Mysterio, ça y est, c'est plus non plus aussi voltigeant qu'avant. Et puis Montesford est sur un autre style un peu musculeux, un peu différent.
Donc pour moi, ça manque un peu. Donc c'est pas plus mal s'il prend un peu d'épaisseur et qu'on le revoit un peu plus souvent. Et puis finalement, World Cup gagné pour Ricochet. Match contre Gunther. Voilà, très content. Très beau main event pour moi et très content de la fin avec le face-off avec Gunther, le nazi. Les nazis, c'est dans 2 semaines, hein, l'affrontement entre Ricochet et Gunther. 2 semaines, oui, pardon. Ça va donner, hein. Ouais, moi, ce genre de match, c'est les trucs que j'espérais quand on avait une division cruiserweight. Hein. Vous vous souvenez de la ceinture cruiserweight? C'est ça. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Hein, mais au lieu de ça, on avait que des petits gars qui faisaient du mat wrestling là. C'est pas des derniers champions cruiserweight d'ailleurs, l'ami Escobar? C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible parce que je crois que c'est lui qui va fusionner avec. Je crois que c'était JD McDonald, l'Irlandais là. Ouais. Je crois que c'était ça, hein, les deux affrontements. Mais je crois que c'est l'autre qui gagne. Je crois que c'est Irlandais qui fusionne les titres, il me semble. Hein. Je ne sais plus. Mais ça va donner des gros matchs aussi. Ça. Voilà. Quand on a des gars comme ça, il faut les laisser faire des trucs spectaculaires. Moi, je verrais bien un peu plus de matchs comme ça en opening de Monday Night Raw, hein, où on a 3 heures. On a le temps. Oui. Mais pour une fois, on a ça en main event de SmackDown. On va pas bouder notre plaisir parce que quand même, c'était assez spectaculaire. Et chapeau à tous les deux parce qu'ils ont réussi à emporter la foule. Hein. Donc ça, c'était pas donné dès le départ. Hein. Voilà, on a fait le tour de ce SmackDown sur FS1, hein, donc pas trop de star power, mais on a quand même eu du spectacle sur la fin. Donc c'est l'heure du top, du flop et de la note, notre rubrique habituelle où on donne un top, un flop et une note. Mon bon papy, t'ouvrais des hostilités. Les hostilités, ce que je vais t'hostile vis-à-vis de ce SmackDown. C'est un SmackDown. Alors c'est marrant parce que parfois quand il passe sur FS1, il s'amuse à nous foutre des main eventers un peu pour sauver un peu le truc. Avant, tu avais eu et Ronda et Roman le même soir. Là, c'est un petit peu l'effet inverse. Tu as eu un show qui était assez light en termes de star power. On n'a pas vu Drew, on n'a pas vu ni Roman, on n'a pas vu Ronda. J'en ai oublié, il n'y avait pas Xavier Woods, tu l'as dit tout à l'heure en plus, et juste Kofi tout seul. Et on termine avec 25 minutes de cruiserweight. Donc c'était un peu particulier comme show. Le flop, j'en aurais tellement que c'est compliqué à donner. Je vais miser sur le fait que l'un de vous deux va saquer l'autre clodo, et donc du coup je vais le filer au traitement de Kofi qui m'a fait mal au cœur. Voilà, c'est le truc le plus important finalement, ce flop-là. Parce que le reste, c'est anecdotique, on va dire. Oui, mais bon, je pense que vous leur mettrez une petite tarte quand même aux filles. Oui, quand même. Laisse, je m'en occupe. Le top, moi je vais le donner au main event du coup, vu que le segment d'intro, même s'il était pas mal et même si le Sheamus Zayn était respectable, il m'a trop dérangé d'un point de vue, comment dire? Contexte, pour que je le mette à le top. Donc du coup, je le donne au main event qui était réussi, puis qui fait une jolie finale d'un tournoi quelconque finalement, parce que la Coupe du Monde, aucun match n'a été marquant, et on a quand même une belle finale malgré tout, avec 2 gars qui ont montré ce qu'ils savaient faire, donc ça fait plaisir. Et du coup, je trouve que ça va rehausser un peu ma note, parce que finalement l'épisode est quelconque, va de quelconque à mauvais sur le reste. Mais la finale était vraiment jolie. Donc je vais sauver un peu la note en mettant un 3 grâce au main event. Ouais, c'est un peu les montagnes russes cette émission, mais le mauvais est tellement prévisible qu'on n'est pas choqué. Géliel. Je vais être un petit peu quand même dans le même esprit, hein. Effectivement, ce côté montagne russe là, avec un opener qui allait pas trop mal quand même, des moments absolument inadmissibles au milieu, quoi. Et puis un finish avec un main event qui fait qu'on regrette pas. On a un rôti qui est finalement pas si négatif. Voilà, je n'ai pas que perdu ma vie en regardant ça.
Mon top, je vais pas le mettre au main event du coup, même si j'aurais bien aimé. Faut pas hésiter, s'il y a que ça qui est bien. Non, mais je regarde en même temps. Ouais, c'est vrai Toi, qu'en même toi, temps. tu veux le donner à la promo de Karrion Cross. Ouais, ça se sent là. Le jeu de cartes de WWE. Ou à Ouais. Liv Morgan. Tu veux le donner à Liv Morgan, c'est ça? Elle le mériterait tout le temps, de toute manière. Mais oui. bon. Non, je vais quand même le donner au main event parce que c'est quand même ce qui m'a fait. Voilà. C'est dur sinon. Ouais. Sinon, il me faut du temps, quoi. Et du coup, donc main event pour le top. Le flop, je vais le laisser au long tunnel, hein, qui a fini par me voir friser l'AVC avec la vidéo de Karrion Cross. Affreux là, entre enfin voilà, il y a eu les filles, plus les vidéos, plus Tegan Nox, plus Karrion Cross, abominable, quoi, abominable. Donc ça, faut arrêter parce que sinon il va y avoir des morts, je pense. Donc faut absolument arrêter, monsieur H. Et puis ma note, je suis emmerdé aussi parce que à la fin ça se termine bien, donc mais je pourrais pas aller au-dessus de la moyenne, donc ça sera un 2-5 en espérant que il fera mieux la prochaine fois. Voilà. Dissipé peut faire mieux. Ouais, moi je vais te donner le flop au retour de Tegan Nox qui n'a aucun intérêt. Mais quand même Shayna Baszler c'était bien nul aussi. Ouais, toute la division féminine prendra donc le flop. Là, qui va être le plus nul la plus nulle plutôt. Voilà, et ben c'est tout le monde. Allez, tout le monde à 1-0, la tête à Toto. Non, c'est vraiment c'est plus nul les uns que les autres. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le top, je vais le donner au main event. Hein. On va pas tortiller, etc. Hein, vous connaissez la suite de l'expression. C'était vraiment un très beau main event et puis vraiment chapeau parce qu'ils n'avaient pas forcément le public avec eux. Donc ça c'est encore, je le salue encore une fois, mais ça m'a rappelé clairement les belles heures de 205 Live, car il y a eu des belles heures à 205 Live. Hein, vous en souvenez peut-être pas, mais ça a existé à une époque. 205 Live de 205 en 205 secondes, l'analyse. C'est ça, hein, qui a été striké par la WWE, je le rappelle, et que j'ai dû retirer, qui a mis fin à ma carrière de streamer. Voilà, donc la note au final, ouais, je vais mettre 2,75. Je pourrais même aller jusque 3 parce que vraiment le main event c'était quelque chose. Mais sinon c'était très, ça aussi entre le vraiment très bon. Hein. Tout ce qui est avec la Bloodline ça fonctionne. Tout ce qui tourne autour du titre intercontinental. En fait, dès qu'il y a des mecs et qui sont pas dans des vidéos dark, ça fonctionne plutôt bien. J'avais oublié Bray Wyatt même. Ouais, à tel point. Mais ouais, non, mais Bray Wyatt, moi je l'ai clairement, je me souviens parce que je dois faire la review. Mais il passe pas loin du flop. Hein. Ouais, il s'en sort bien. Pas loin, hein. Il s'en sort bien le Saligo. Mais vraiment parce que les filles sont nulles. Hein. Mais je pensais qu'on pourrait lui donner la semaine prochaine vu qu'il fait les mêmes vidéos toutes les semaines. Ouais. Parce que clairement, doit déjà être enregistré en plus. Ouais, oui, sûrement. Parce que j'ai clairement aucun souvenir de la fin de la vidéo. Hein. Là, je dis parce que j'avais un résumé, mais sinon, impossible de savoir quel était le but de ce segment. Voilà. Donc, on sait quels sont les points faibles. Hein. On sait aussi quels sont les points forts. Et on espère qu'on va travailler les points forts. Et puis, les points faibles, il faut les éliminer petit à petit. Parce qu'il y a une autre fédération qui s'appelle Dynamite. Et on peut les envoyer là-bas, tous ces gens. Ils en ont besoin, hein, puisque... ou ailleurs, ou même n'importe où. Ou même n'importe où. Hein, il y a d'autres trucs qu'on ne regarde pas non plus, où ils peuvent aller. 960 000 téléspectateurs pour ce SmackDown sur FS1. Score de Dynamite, hein, ils sont prêts. Hein. Ils sont au-dessus même du Dynamite de cette semaine. C'est vous dire le niveau. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est maintenant. La guerre des ratings. Voilà. On a fait le tour de la question. Donc, les infos ratings, hein, vous pouvez les avoir sur notre Twitter @catchupcdc. Hein, les petites infos fraîches, on vous les balance. Toutes les news aussi qui tournent autour du podcast. Hein, dès qu'on a une sortie, vous êtes avertis. Mais encore, le plus simple, si vous voulez être averti des sorties, c'est vous abonner
sur YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Sur YouTube, vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès que ça sort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez envie de sauver les filles là, hein, de défendre un petit peu la division féminine. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez apprécié la performance de Bray Wyatt ce soir et l'acting de Karrion Kross. Tout ça, ça va dans la section commentaires sur YouTube. On est aussi sur Facebook et on est aussi sur Instagram. Et vous pouvez nous retrouver sur Discord. L'invitation pour venir nous rejoindre et discuter est dans la description. Eh bien les amis, il ne reste plus qu'à vous remercier. Hein, merci d'être venus et merci d'avoir analysé ce show historique. Et merci à toi pour l'invitation. Hein. Comme d'hab, une triple frite. C'est plaisir là. Eh oui, on va essayer d'en faire plus souvent. C'est clairement très sympa. Merci Ringside, mais merci Papy. Merci à vous. Merci à vous auditeurs aussi de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres reviews. Hein. On va attaquer très vite avec le prochain Monday Night Raw. Et puis, on se retrouve aussi pour SmackDown un peu plus tard. Ciao les amis, à bientôt. Des bisous, bye bye. Salut à tous. Salut à tous. La prochaine fois qu'il y a Tegan Nox, j'aurai un mot de ma mère. Je pourrais pas regarder. Oh bah c'est facile ça.